Qu'est-ce que cette journée m'inspire? Ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à mes notes d'un atelier qui avait eu lieu en avril 2013, juste après que Stéphane Le Foll avait lancé le plan Produire Autrement, atelier qui était animé par Marion Guilloux et dans lequel il y avait deux témoins, Patrick Mayen et moi-même. Donc, et à l'époque, on avait, lui et moi, mis un certain nombre de points sur la table. Donc moi, j'avais 6 points et quand je les ai repris, je m'aperçois que il y en a une partie qui figure dans ce que Jean et Jean-Marc ont présenté ce matin, et puis dans ce qu'ils ont présenté, il y a aussi des choses complètement nouvelles. Et je pense qu'il y a des choses nouvelles à la fois parce que l'agroécologie a évolué en 5 ans, et puis parce que l'enseignement a aussi évolué. Alors si je regarde sur la journée, en particulier sur les ateliers et sur les barcamps, j'ai un premier point, c'est qu'il y a plein de choses. Ça fourmille d'idées, ça fourmille d'initiatives. Donc on n'est pas du tout resté à la situation courantée de 2013 ou d'avant. Il y a vraiment énormément de choses qui se font au nom de l'agroécologie. Et qu'il faut émerger pour moi 4 enjeux importants maintenant. Alors je pense que dans les enjeux qui ont été évoqués par Jean et Jean-Marc, il y en a certains qui sont assez facilement pris en charge. Par exemple, le décloisonnement des disciplines liées à l'agroécologie, on voit qu'effectivement, il est en marche, qu'il y a un certain nombre de choses qui se font sur des disciplines qui antérieurement ne parlaient pas du tout d'agroécologie, ou des domaines de l'activité agricole qui ne parlaient pas d'agroécologie, et puis qu'il y a des choses qui commencent à se monter sur les aspects de transition, sur les systèmes alimentaires. Donc il y a effectivement un mouvement qui s'est opéré. En revanche, il me semble qu'il y a un premier enjeu qui me paraît super important, qui vient d'être réévoqué par Philippe Pointreau et la question de Marion Guilloux, c'est le lien à l'alimentation. En 2013, le lien agriculture-alimentation ne faisait pas partie de l'agroécologie. Maintenant, ça devient un marqueur essentiel de l'agroécologie. Et ça, si on regarde l'ensemble de ce qui est fait dans l'enseignement technique et dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien pris en charge à l'heure actuelle. Donc nous, on a eu la chance d'avoir Marcel Mazoyer depuis longtemps dans nos cursus. Donc le stage à l'exploitation agricole, c'est quelque chose qui figurait depuis longtemps. En revanche, le découplage entre l'alimentation et l'agriculture, il est toujours vivace chez nous, y compris dans l'enseignement supérieur. Donc il y a un vrai enjeu, à partir du moment où ça figure dans l'agroécologie, de bien relier l'agriculture et l'alimentation. Ça, c'est un premier enjeu qui me paraît déterminant. Le deuxième, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'innovations pédagogiques dans le technique, dans le supérieur, qui touchent à des toutes petites actions ponctuelles, d'autres qui balayent tout un ensemble d'unités d'enseignement, voire des cursus entiers. Donc il y a beaucoup d'initiatives. La question qui se pose, c'est est-ce que les cursus sont prêts à accueillir ces initiatives? Et donc je pense qu'un deuxième enjeu, c'est que la manière dont l'enseignement est structuré, est conduit, est organisé, se mettent en ordre de marche pour pouvoir accueillir cette diversité d'initiatives. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Il peut y avoir dans nos systèmes des rigidités qui font que des initiatives locales d'enseignants ou autres personnels de nos établissements ne puissent pas trouver leur place correctement à l'intérieur des cursus. Deuxième enjeu, celui d'accueillir les innovations. Troisième enjeu, c'est celui de l'enseignement, de la transition et du mouvement. Là, pour le coup, je trouve qu'on n'avance pas très vite. Et je pense qu'il y a des obstacles objectifs au fait qu'on puisse correctement enseigner le mouvement et la transition. On a tous besoin de points de stabilité, et enseigner le mouvement et la transition, c'est aller à l'inverse de ces points de stabilité. Donc il y a probablement à trouver des méthodes pédagogiques nouvelles qui permettraient d'accompagner la nécessaire évolution future des exploitants agricoles au moment de leur formation, à travers, je ne sais pas quelles activités pédagogiques, mais ce point d'accompagner le changement, de former au mouvement, de former à la transition, me paraît être un enjeu fort pour le futur. Troisième enjeu. Et le quatrième, c'est la question de l'esprit critique, de la réflexivité et de l'éthique. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans ce qu'on a vu dans la journée qui relèvent de l'acquisition de l'esprit critique, notamment par des méthodes de projet, par la confrontation au terrain, etc. Quand on passe aux dimensions de réflexivité, d'éthique, beaucoup moins. Je crois qu'on a aussi certainement un effort pédagogique à faire en la matière, sans se tromper d'éthique.
toujours un peu surpris qu'on parle d'éthique avec des termes normatifs, et souvent le terme éthique est utilisé par les uns et les autres pour faire passer leurs propres normes sociales. L'éthique, c'est pas ça, c'est la discussion sur les valeurs. Et je pense qu'on a intérêt à bien réfléchir notre pédagogie sur l'éthique pour ne pas basculer du questionnement sur les valeurs à la normativité sociale. Ça, c'est les 4 enjeux que je vois qui sont pour moi devant nous, sachant qu'un certain nombre de ceux recensés ce matin par Jean et Jean-Marc, je crois qu'ils sont déjà bien engagés et je ne reviens pas dessus. Le deuxième point que je voulais évoquer, mais ne t'inquiète pas Philippe, je ne mettrai pas 5 minutes par point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la face éclairée de l'enseignement agricole et de l'enseignement agronomique. Il y a certainement toute une face cachée. Donc là, il y a un public qui est nombreux, mais qui ne traduit pas l'intégralité du public potentiel de l'enseignement agronomique et agricole. Et donc ce qu'il nous faut regarder, c'est aussi ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne participent pas à l'innovation pédagogique, ceux qui ne sont pas embarqués dans le train de l'agroécologie, et voir comment est-ce qu'on peut augmenter la population de ceux qui sont dans l'agroécologie. C'est super qu'il y ait tout ce monde-là, c'est super qu'il y ait toutes ces initiatives, mais ne nous laissons pas aveugler par cette présence et ces initiatives. J'ai, de mon point de vue, la conviction qu'il y a tout un travail à faire pour embarquer le reste de nos équipes et de nos collègues. Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu fort pour le ministère en charge de l'agriculture. Une petite suggestion pour le ministre ou la représentante du ministre tout à l'heure, de surtout pas laisser tomber la dynamique qui a été lancée, au contraire de la renforcer, pour que quantitativement, tout ce qui a bougé qualitativement et dont vous témoignez puisse porter ses fruits. Ensuite, troisième point, on parle d'enseigner. Il me semble que ça n'aura un sens que s'il y a une cohérence globale des dispositifs. Si on enseigne, mais qu'en même temps la profession qui est en place ne bouge pas, ça va produire beaucoup moins d'effets que si tout le monde bouge de manière simultanée. Donc ça plaide pour que les dispositifs de formation s'accrochent aux autres mouvements dans la population des acteurs de l'agroécologie. Donc j'ai vu un certain nombre de choses en tournant dans les différents ateliers, là, notamment la plateforme agroécologie, ici à Toulouse, qui lie vraiment l'établissement d'enseignement et un certain nombre d'autres acteurs, donc qui fait sortir l'enseignement du périmètre de l'établissement et qui permet que tout le monde bouge de manière un peu simultanée, ce qui me semble un enjeu significatif pour le futur. Là, on arrive déjà à faire bouger l'enseignement technique et l'enseignement supérieur ensemble, mais je pense qu'il faut que le mouvement il soit au-delà et qu'il soit collectif. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est celui du vocabulaire, mais ce n'est pas le vocabulaire qui est important. Peut-être, je crois que ce qui figure en dessous, là, c'est enseigner et apprendre l'agroécologie. Et Marjolaine a dit, moi je change le titre, et tu as dit, je crois, enseigner en agroécologie, quelque chose comme ça. Donc ça me paraît très pertinent. J'ai évoqué dans ma remarque ce matin suite à l'intervention de Jean-Marc et Jean, le fait que ça prenait des dimensions terribles. Finalement, l'agroécologie, c'est devenu 2 cathédrales, la première présentée par Jean-Marc, l'autre présentée par Jean, et on n'arrive plus à embrasser l'agroécologie. C'est trop gros. Et ça doit forcément angoisser les enseignants que de devoir enseigner ce machin-là. Si ce n'est pas 2 cathédrales, c'est une cathédrale et un stade de foot pour ne pas avoir qu'une seule référence culturelle. Mais le constat n'en reste pas moins là, c'est-à-dire que ça devient quelque chose d'énorme. Et finalement, je me dis, l'enjeu, c'est plus d'enseigner et d'apprendre l'agroécologie, c'est d'enseigner et d'apprendre en étant des acteurs de l'agroécologie, c'est-à-dire être partie prenante des dispositifs qui sont l'agroécologie et qui vont mettre ensemble des acteurs extrêmement variés qui participent d'une ambition commune. Et donc je crois qu'il faut rayer en bas, là, enseigner et apprendre l'agroécologie, et on peut prendre la formule de Marjolaine, enseigner et apprendre en agroécologie, ou enseigner et apprendre en participant à l'agroécologie. Je vais faire le grand témoin sur les 3 journées, parce qu'en fait, il y a eu 2 journées de formation des référents enseignés à produire autrement de l'enseignement technique. Et il me semble que c'est intéressant de revenir sur les 2 en même temps, même si ce n'est pas facile en quelques 9 minutes et quelques qui me restent maintenant.
Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui, par rapport à 2013, du recul. C'est-à-dire que même si statistiquement on ne peut pas exactement examiner les choses, on peut quand même se dire qu'on a un grand nombre de retours d'expérience. Et on a des tendances convergentes qui s'expriment sur ce qui marche, en tous les cas, ce qui marche du côté éclairé de l'enseignement. Et je reviendrai aussi, comme toi, sur le côté non éclairé. Et donc, il y a un certain nombre de traits qui émergent, qu'on retrouve dans l'enseignement secondaire professionnel agricole, puis dans l'enseignement supérieur. Et ça me paraît intéressant de le mettre en évidence. J'irai assez vite sur la reconnaissance et la mise en évidence des nouvelles exigences qui sont liées à la mise en place d'autres pratiques. Et exigences cognitives, exigences liées à la complexité du travail, la complexité des situations, et en mettant en évidence aussi que ce n'est pas seulement la complexité qui pose problème, que le fait que ce soit non intuitif, non spontané, non familier, c'est hors des manières habituelles de penser, d'appréhender le monde, d'agir, que nous devons, c'est à ce phénomène-là que nous devons nous affronter et qu'évidemment l'enseignement et la formation sont confrontés. C'est déstabilisant et c'est insécurisant à la fois, on le sait, dans le monde agricole, mais aussi profondément pour les enseignants et les apprenants. Et c'est-à-dire que et là je partage la remarque de mon collègue, c'est vrai que les deux cathédrales de ce matin, mais qu'on voit bien dans les expériences, on veut prendre en compte tellement de choses qui sont liées à une approche complexe et systémique, et on aurait raison dans l'absolu, que ça finit par être inemployable pour l'action et inemployable en termes de représentation de nos capacités cognitives à nous représenter l'ensemble des phénomènes. Et Jean-Marc Ménard ce matin a insisté sur une chose, c'est que la complexité, ça s'apprend de manière progressive, même si d'emblée dans les enseignements et les formations, on doit la prendre en compte. Mais il y a quand même une progressivité, parce que s'il y a une chose dont on est sûr en termes d'apprentissage, en psychologie de l'apprentissage, c'est qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps, qu'on doit quand même avoir une certaine progressivité, du plus facile au moins facile, parce que sinon, on s'y perd. Et ça amène d'ailleurs la question de on s'y perd à une belle intervention de quelques élèves qui ont osé parler dans un des ateliers, dont l'un disait, à force d'être toujours dans l'agroécologie, alors il s'amusait un peu aussi, avec un petit côté provocation, il disait, mais où est l'agriculture ? Où est l'agriculture pour nous qui voulons être agriculteurs ? Et si nous parlons de tout l'environnement, de la société, des phénomènes, etc., où nous-mêmes, on ne s'y retrouve plus toujours par rapport à cette ambition cathédrale que tu évoquais. Et là, je pense qu'on a intérêt à faire attention à trop de complexité. Trop prendre en compte de la complexité et de la surcomplexité, c'est probablement un obstacle auquel nous devons être très attentifs, quels que soient les niveaux d'enseignement auxquels nous sommes confrontés. Alors, si on regarde un petit peu les choses qui paraissent intéressantes dans ce qui se fait, il me semble qu'il y a quelques traits qui émergent, qui sont assez frappants. Premier point, c'est on a l'impression qu'il y a quelque chose que les didacticiens appellent une grande dévolution. Dévolution, ça veut dire qu'on confie une partie des tâches habituelles de l'enseignement aux apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple ? Dans un grand nombre de projets, les apprenants font ce que font les enseignants d'habitude. Ils vont rechercher l'information, ils posent le problème, ils explorent et découvrent des commandes, des problèmes, des questions, ils schématisent eux-mêmes, ils sont amenés à analyser, ils sont amenés à expliquer, ils sont amenés à enseigner à d'autres, ils sont amenés à fabriquer des supports, ils sont amenés à évaluer, à s'auto-évaluer ou à se co-évaluer. C'est-à-dire toute une part des activités habituellement prises en charge par les enseignants sont dévolues, je prends le terme, confiées à ceux qui apprennent. Alors c'est très intéressant. Là, c'est ce dont j'aurais aimé parler à un moment, mais on connaît quand même un certain nombre de choses aujourd'hui sur ce qui marche dans les processus d'apprentissage. Il y a énormément de travaux internationaux qui nous donnent quand même des éléments très intéressants. Le plus on suscite des activités cognitives riches chez des apprenants, le plus les processus d'apprentissage sont puissants. Et donc, cette dévolution et ce mouvement vers la dévolution, il est évidemment absolument fondamental pour précisément développer les capacités cognitives,
pour ensuite traiter la complexité, l'anticipation, l'imagination, enfin tout ce que vous avez évoqué précédemment. Alors là, il y a plein de références aujourd'hui, on pourrait faire une conférence assez longue là-dessus. Alors, c'est très intéressant parce que c'est en même temps cohérent avec les exigences de l'agroécologie, et je dirais presque la philosophie ou les principes de l'agroécologie, où la dévolution d'un ensemble de responsabilités et d'actes cognitifs sont à récupérer, à reprendre en main par les agriculteurs eux-mêmes, alors qu'ils sont distribués dans un environnement et que parfois les agriculteurs eux-mêmes sont privés de toutes ces activités. Donc il y a une cohérence intéressante de ce point de vue-là. Et puis deuxième grand point qui apparaît énormément, on l'a vu aujourd'hui, on le voit dans les différents ateliers Barcamp et autres, et on l'a vu énormément pendant les 2 journées avec les référents, c'est quelque chose, alors c'est très compliqué d'utiliser les mots anciens pour donner des idées nouvelles, c'est la question du projet. Alors Stanislas Dehaene, que vous connaissez probablement, psychocogniticien au Collège de France, il soutient que parmi les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, il y a l'engagement actif des apprenants dans des situations qui vont amener à générer des hypothèses et à résoudre des problèmes. Donc, c'est bien parce qu'on a plein de travaux en neuropsychologie et tout qui nous montrent que ça fonctionne. Et alors, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on trouve dans les projets? On trouve des situations qu'on confie qui sont des situations authentiques. Des situations en relation avec des problèmes, questions, défis, etc., dans un environnement donné, avec des acteurs donnés. Donc ça c'est un premier point très important. On dévolue une grande partie des activités cognitives les plus complexes à ceux qui apprennent, quel que soit le niveau, parce que Initiative CAPA nous a appris qu'au CAP, les mêmes méthodes produisent les mêmes effets. Donc c'est assez intéressant. On peut confier toutes ces tâches-là à des apprenants et on peut leur confier la conception, la mobilisation et la conduite des projets jusqu'au bout avec les acteurs des territoires. Comme tu le disais à la fin, je suis partie prenante des activités dans le territoire. Ce n'est pas seulement l'établissement, c'est comment on fait que les étudiants, les apprenants, soient les parties prenantes du territoire, parce que le potentiel d'apprentissage est très puissant quand on est engagé dans ces questions, dans ce mouvement de projet. Alors ça, c'est embêtant parce que la notion de projet, il y en a un peu partout. Il y a un ensemble de caractéristiques qu'on pourrait sortir pour que les projets soient effectivement des projets apprenants importants. Il y a une question de durée, il y a une question de temps, il y a une question d'évolution. Et il y a un autre facteur qui intervient énormément, c'est que on note une chose très réjouissante pour moi, très intéressante, c'est que contrairement à ce qu'on a entendu dans les premiers projets il y a quelques années, puis au fur et à mesure des années, maintenant, évidemment, il y a cette question de projet, on va résoudre des problèmes, on va faire des propositions, des préconisations, on va aider le territoire, mais il y a de plus en plus insistance sur le fait qu'on introduit les savoirs-outils, c'est-à-dire qu'on se repréoccupe à nouveau des concepts, on se repréoccupe des savoirs et savoir-faire techniques, au moment où ils apparaissent comme nécessité dans la conduite des projets. Et à ce moment-là, on remobilise des manières pédagogiques de faire pour apprendre de la discipline, pour apprendre du concept, pour apprendre des savoirs, parce que contrairement à un certain blabla du savoir que tout est sur Internet ou qu'on n'a plus besoin de savoir, qu'il suffit de savoir où aller le chercher, on oublie qu'il y a quelques savoirs fondamentaux qui aident à structurer la pensée et qui aident surtout à savoir comment chercher le savoir et à comment le structurer, etc. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans ce sens-là, on modifie totalement le dispositif pédagogique en passant à une pédagogie de l'expérience et par l'expérience, mais qu'en même temps, on ne renonce absolument pas à la richesse et au potentiel des savoirs savants ou des savoirs savants issus du terrain qui ont été réélaborés, etc. Et que donc, on remet en même temps en mouvement toute la question éducative essentielle. Alors, je pense que je ne suis pas loin de mes 10 minutes, donc je ne suis pas loin de mes 10 minutes. Hein. Voilà. Encore une minute. Dernier point. Donc, je ne vais pas insister davantage sur un autre point que je mets de côté. Sur le plan institutionnel, organisationnel. Alors, tu l'as précisé tout à l'heure. Je crois que c'est énormément apparu dans l'enseignement secondaire, hein, avec tous les lycées agricoles et autres. Hein. Il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas que des pionniers, il n'y a pas que des projets qui réussissent, il n'y a pas que des établissements qui sont tous engagés dans l'agroécologie. On est en train de passer, pour certaines équipes et pour certains enseignements, à une ordinarisation
de l'agroécologie dans l'enseignement, c'est clair. Hein, ça veut dire que ça fait partie du ruban pédagogique, ça fait partie des objectifs, ça fait partie des échanges, on a les méthodes, on a les ressources. Mais pour autant, il y a encore une grande partie des acteurs qui soit sont toujours contre ou sont toujours entre les deux. Alors il y aurait une question à se poser, c'est quand ceux qui ne s'y lancent pas, est-ce qu'ils ne s'y lancent pas parce qu'ils ne sont pas en accord avec une philosophie ou une orientation agroécologique en agriculture, ou est-ce que c'est parce que la déstabilisation pédagogique est telle qu'ils ne se lancent pas dans l'affaire pour des raisons aussi pédagogiques? Parce que ce que révèle, en tous les cas pour l'enseignement secondaire, le défi de l'enseigner à produire autrement, c'est que d'un seul coup, si on tire la bobine, ça touche à tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, si on veut faire une pédagogie de l'enseigner à produire autrement, ça veut dire qu'on touche à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on touche aux manières d'enseigner ordinaires et quotidiennes. Ce qui suppose que l'établissement lui-même accueille, n'accueille pas, s'organise pour prendre en charge des modalités pédagogiques différentes. Ce qui suppose, comme on l'a souligné hier et ce matin encore, des équipes de direction qui soutiennent, alors déjà qui s'intéressent, qui soutiennent, qui organisent et participent à l'organisation des modalités pour. On le répète tout le temps, ces choses-là, mais c'est tellement fondamental pour passer encore plus de massification, pour basculer du côté de l'ordinarisation d'un nouvel enseignement qu'il faut continuer de le réaffirmer. Et puis, ce que ça manifeste aussi, c'est qu'il y a un énorme besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que les équipes pédagogiques, les établissements, les régions et autres ont besoin d'un accompagnement pour franchir les deux pas. Le pas de l'agroécologie et le pas de l'enseignement différent. Et hier, quelqu'un disait qu'il y a 70 référents et que si on voulait passer à la massification, il faudrait passer à 700 référents. Non pas 700 référents qui auraient plus de temps, mais 700 référents qui seraient plus disséminés et qui aideraient à donner les coups de pouce et le soutien qui permettent de passer à la massification. Alors, c'est peut-être utopique, mais utopique n'est pas impossible. Et il me semble qu'il faut vraiment insister sur les conditions organisationnelles, et notamment de l'institution et des institutions, pour favoriser un mouvement qui aujourd'hui est entamé. Je finirai sur ce que tu as dit. Il suffit de faire le tour des barcamps hier et aujourd'hui pour voir que les ressources pédagogiques, les ressources techniques, les documents, les ressources territoriales, c'est-à-dire il y a des tas d'associations, d'agriculteurs, de milieux qui sont prêts à accueillir les choses pour mener cette pédagogie du projet dont on parlait tout à l'heure. Donc ça existe, c'est prêt, c'est disponible. Donc qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas encore? Je pense que le mouvement institutionnel, organisationnel des établissements, en tous les cas, doit se poursuivre et être fondamentalement soutenu par les autorités institutionnelles.